Bienvenue dans le podcast Performa 360, le podcast qui met en lien des agricultrices et agriculteurs avec des experts terrena, de l'agronomie et de la nutrition des ruminants. Du sol aux rumen, nous vous accompagnons pour y voir plus clair dans vos problématiques du quotidien. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être une nouvelle fois avec nous pour le podcast Performa 360. Je suis Bruno Perotto, l'animateur de ce podcast, et cette semaine nous recevons Anthony, éleveur en vaches laitières à Saint-Lambert-la-Poterie en Maine-et-Loire. Bonjour Anthony et merci d'être avec nous aujourd'hui. Une présentation très rapide de vos moyens de production. Bonjour à tous, merci de m'accueillir au sein de ce podcast, ravi d'être avec vous. Une petite présentation rapide de l'exploitation. Donc, nous, on est 4 associés au bord de la ville d'Angers. On exploite sur 360 hectares. On fait du lait avec 130 vaches laitières, avec un niveau de production aux alentours de 9510 000 litres de lait. On a aussi un atelier d'engraissement de croisés Hertford Angus, issu de notre élevage laitier, donc environ 75 animaux supplémentaires, de poulailler à la benne et puis une microstation de méthanisation. Merci Anthony. Pour nous accompagner aujourd'hui et nous éclairer sur la problématique du jour, nous allons accueillir 3 experts. Laurent Varvoux, expert fertilité des sols, Jérôme Hérault, technicien des cultures, de l'exploitation, et Romain Datimon, chargé d'affaires nutrition des ruminants, qui suit lui aussi l'exploitation. Bonjour à vous et merci d'être avec nous. Bonjour Bruno. Bonjour à tous. Bonjour Bruno. Alors, aujourd'hui, Anthony, à quelle problématique veux-tu que nous répondions ? Aujourd'hui, ce qui me paraît important, ayant un atelier laitière conséquent avec de la production de viande bovine issue de cet élevage laitier, il me paraît très important aujourd'hui vu les aléas, les changements climatiques qui nous impactent, de sécuriser notre bilan fourrager en produisant un maximum de plus sur notre exploitation et de mélanger ça à une qualité de fourrage au top. On a toujours été convaincus que la base de la production laitière et de la production bovine, c'était avant tout les fourrages. Donc c'est ce qui nous motive à travailler ça. Et pour produire des fourrages de qualité, il nous faut un sol résilient, un sol vivant. Donc c'est aujourd'hui cette thématique-là que je souhaiterais qu'on aborde tous ensemble. Ok, merci. Je crois que c'est assez clair. Laurent, toi le spécialiste de la fertilité des sols, je crois que c'est à toi que s'adresse la première partie de la question, c'est-à-dire comment rendre les sols plus résilients. Oui, tout à fait. Merci Bruno. Je vais d'abord commencer par définir ce qu'on entend par un sol résilient. Pour moi, pour Terrena, c'est un sol fertile qui fonctionne bien, c'est-à-dire qu'il est capable de produire des fourrages en grande quantité et régulièrement, quel que soit le climat, que ce soit pendant des périodes de sécheresse ou d'excès d'eau. En fait, dans un sol fertile, l'enracinement est plus profond et l'exploration du sous-sol permet aux cultures d'avoir accès à beaucoup plus d'eau et plus d'éléments fertilisants, ce qui leur permet de passer le cap lorsqu'il y a des soucis climatiques. On peut observer la fertilité des sols à partir de plusieurs indicateurs. D'abord, le niveau de rendement. Une parcelle fertile, c'est une parcelle où il y a régulièrement des bons rendements. Mais on peut également regarder l'analyse de sol, qui donne une indication sur la fertilité chimique. Et puis surtout, l'observation du profil de sol, jusqu'à 1,50 m. Ça complète bien ces 2 indications sur la fertilité physique et sur la structuration du sol. Et donc, cette observation-là permet aussi de comprendre lorsqu'il y a des soucis, les années difficiles. Ok. Et est-ce qu'il y a d'autres moyens pour Anthony pour confirmer ces mesures-là ? Oui. Alors donc, concrètement, un sol fertile, c'est quoi ? C'est surtout un sol sain, qui n'est pas du tout sensible aux excès d'eau pendant l'hiver et au printemps. Donc ça, c'est quelque chose de capital. Un sol fertile, c'est aussi un sol qui est bien pourvu en éléments fertilisants, phosphore, potassium, notamment chez les éleveurs. Et puis en termes de pH, avoir un pH neutre. Et puis le troisième indicateur, c'est un sol qui est pas compacté sur au moins 1,50 m, puisque si on veut que les racines descendent, il faut que le sol ne soit pas compacté. Au final, le sol doit avoir ce qu'on appelle une organisation verticale, c'est-à-dire qu'on ne voit pas de couche. Lorsqu'on ouvre le profil de sol, on ne voit pas de couche marquée. Et ça, c'est très bon signe que lorsqu'on n'en voit pas, ça veut dire que le sol est bien d'organisation verticale. Ok, bien compris. Donc, des mesures, des observations. Maintenant, c'est bien, mais est-ce qu'il y a des moyens pour améliorer la verticalité d'un sol ?
Oui, oui, Bruno, il y a plusieurs moyens, hein, les agriculteurs ont une chance, hein, ils ont plusieurs possibilités d'améliorer cette verticalité. Le premier, c'est le chaulage, hein, notamment dans tout ce qui est limon fragile. Le chaulage est important pour tendre vers un pH de 7, hein, pour limiter la battance et améliorer l'infiltration de l'eau. Le deuxième, et on le voit bien notamment dans les sols fragiles, c'est l'arrêt du labour, et notamment dans les parcelles hydromorphes. Ça, c'est une technique qui permet d'améliorer la verticalité des sols. L'autre moyen, c'est limiter au maximum le tassement des sols. Je sais que ce n'est pas toujours facile dans une exploitation d'élevage où il y a beaucoup de passages d'engins, que ce soit au niveau de l'ensilage des apports d'organique, mais il faut absolument comment dirais-je, faire attention au compactage avec des limitations de poids de matériel, des pneus basse pression. Il faut également un autre levier, faire des analyses de sol. Ça permet de vérifier les niveaux de pH et de phosphore-potassium, entre autres. Couvrir les sols au maximum, hein. Fréquemment, les zones d'élevage, les exploitations d'élevage sont dans des sols fragiles. Et là, l'introduction des prairies et des couverts végétaux sont un bon moyen d'améliorer la fertilité des sols. Et puis, maintenir des apports organiques, hein, que ce soit laisser les pailles ou apporter des fumiers, des composts, des digestats ou des couverts végétaux, ça c'est très bon. Et enfin, avoir une rotation diversifiée. En résumé, nous, ce qu'on va conseiller aux éleveurs, on va leur dire de chouchouter leur sol afin qu'ils puissent produire le maximum en quantité et en qualité. Ok, merci Laurent. Là, je vois que c'est assez complet. Je poserais bien une question à Anthony. Est-ce que ces indicateurs, ils te sont familiers? Et lorsque tu as des parcelles qui s'écartent de ces recommandations, comment est-ce que tu les corriges? Bien oui, ces indicateurs me sont familiers. Je suis plutôt satisfait d'entendre Laurent et de faire la connexion avec mes pratiques et de me dire que bien, on applique déjà un certain nombre de choses. Donc, la base, c'est effectivement d'avoir des repères, hein, pour quantifier. Donc, on fait des analyses de sol très régulières, au moins 4 ou 5 par an, tous les ans, on s'y astreint, et ce qui permet de revenir avec des analyses de sol tous les 5-6 ans sur les parcelles. Donc, de pouvoir voir si effectivement les pratiques qu'on met en place, eh bien, elles auront un impact. Après, je suis aussi content de voir qu'il y a déjà plus de 20 ans, on a arrêté le labour. On le sait, pour nous, ça a eu un vrai impact sur la battance, sur le travail du sol. Aujourd'hui, avoir des conditions de semis fines pour semer du maïs, c'est plus un problème, alors qu'avant, il nous fallait un ou deux coups de herse rotative tous les hivers. En fin d'hiver pour affiner la terre. Alors, désormais, depuis qu'on a arrêté le labour, c'est des choses qui ont un peu disparu. On a couplé ça aussi depuis longtemps, parce qu'on avait le nombre d'hectares suffisant, hein, mais on a couplé ça depuis longtemps avec des couverts d'interculture longue entre des céréales et notre production de maïs fourragé. Et ça a un vrai impact quand même de repos de la vie du sol entre le mois de juillet et le mois de avril l'année d'après. Donc on le voit, hein, ces couverts, ils travaillent, ils piègent de l'azote, ils décompactent le sol. Donc ça, c'est vraiment un plus depuis qu'on fait ça. L'idée aussi, c'est d'avoir une rotation assez complète sur l'exploitation. Sur 360 hectares, on a de la prairie, bien sûr, les besoins fourragers, des céréales, mais on essaye aussi de tendre vers de l'autonomie protéique en produisant de la luzerne, des lupins, de la févrole. On fait aussi des métayes protéinées. On a eu des fois jusqu'à 70-80 hectares, hein, sur une surface de 290 hectares de culture. Donc c'est pas neutre dans cet assolement, et on voit l'impact que ça a sur la vie du sol, ces cultures, quand même, qui sont très positives. On a un microméthaniseur qui nous produit du digesta. Il faut savoir que le digesta, c'est un produit qui est plutôt basique, contrairement à un lisier de bovin qui est plutôt acide. Donc, on vient corriger les défauts de pH du sol. Et depuis qu'on a le méthaniseur, en fait, on a vu, moi j'observe des pH de sol qui sont plutôt remontés, en moyenne à 6,5 chez nous. On a pris 0,1, 0,2 points, donc ça c'est positif. Et puis chose que
que je voudrais rajouter en dernier, qui est un peu la nouveauté là, due à notre CUMA local, c'est que tous les tracteurs de CUMA travail du sol sont désormais équipés de basse pression. C'est pour éviter les tassements. Alors, on ne voit pas l'impact direct, mais moi, je suis persuadé que tout ce qu'on peut faire pour limiter les tassements, il faut qu'on le fasse. Bon, je vois qu'il y a une grande partie de ce que vient de nous dire Laurent qui est appliquée. J'oserais dire que ça doit être facile pour Jérôme qui s'occupe des cultures de s'adapter. Alors Jérôme, comment est-ce que tu t'adaptes quand même pour gérer des demandes qui peuvent être nouvelles par rapport à toutes les cultures fourragères de l'exploitation? Eh bien, en fait, Bruno, grâce au travail du service agronomie, en lien avec la nutrition animale, Romuald, qui est présente sur l'exploitation d'Anthony, les échanges que nous avons, nous avons la possibilité en fait de proposer un large choix et de techniques à nos adhérents. En maïs, 2 exemples. Premièrement, en fait, nous avons des variétés testées plus résistantes au stress climatique et hydrique que d'autres, ce qui permet en fait de conseiller sur des sols à plus faible réserve hydrique la variété qui correspond le mieux. En deuxième point, nous adaptons les densités à la parcelle en fonction des objectifs de qualité demandés par la nutrition animale, donc en lien avec Romuald, comme je le disais tout à l'heure. Cela peut aller de 70 000 pieds en potentiel faible à 95 000 pieds en potentiel élevé, par exemple, voire plus en situation irriguée. Donc ça, on est plutôt sur cette partie maïs. Ensuite, sur la partie plutôt prairie. Pour les prairies, on a un très large choix d'espèces, en association ou non. Des prairies à cycle court, très précoces, des cycles longs, adaptés au sec. Cette diversité, en fait, nous permet de répondre à toutes les demandes de nos adhérents. Anthony, des commentaires à ce que vient de dire Jérôme sur ses choix? Oui, un commentaire pour dire que nous, on apprécie ce travail commun qui est réalisé entre le technicien des cultures et le technicien nutrition, c'est-à-dire Jérôme et Romuald, qu'on va bientôt entendre dans ce podcast. L'idée, c'est d'avoir cette complémentarité et cette approche globale sur notre exploitation, du sol jusqu'au fourrage, et bien de réfléchir ça ensemble au niveau variété, au niveau qualité de fourrage, etc. Et ça, c'est un vrai plus aujourd'hui pour notre exploitation d'avoir ce binôme qui travaille ensemble sur ces sujets-là. Ok, merci. Romuald, on vient de parler de toi, toi le nutritionniste de l'exploitation. Peut-être que tu as quelques commentaires à ajouter à ce qui vient d'être dit dans un premier temps. Et ensuite, j'aimerais bien que tu nous dises comment tu adaptes tes recommandations en matière de nutrition à toutes les variabilités d'espèces, espèces nombreuses sur l'exploitation, comme on l'a vu, espèces qui peuvent varier en quantité, dans le rendement, et puis en qualité aussi. Voilà le défi qui t'attend. Est-ce que tu peux répondre à tout ça? Merci Romuald. Alors Bruno, pour répondre à tes questions, je dirais il y a 2 objectifs au GAEC des buissons que Anthony a précisé précédemment. Le premier, c'est d'avoir suffisamment de fourrage, donc avoir de la quantité d'herbe, de métail, de luzerne, mais aussi de maïs pour nourrir l'ensemble des bovins présents sur l'exploitation, que ce soit les vaches laitières, que ce soit les génisses, les veaux, mais aussi les angus. Et puis le deuxième point, c'est d'avoir des fourrages de qualité au top. Donc pour dégager un maximum de matière utile, et dans le jargon de la nutrition, la matière utile, c'est le lait, mais c'est le lait avec la qualité, c'est-à-dire la matière grasse et la matière protéique. Et ça, pour avoir bien entendu un maximum de lait produit par les fourrages issus de l'exploitation, sans utiliser un maximum d'aliments et surtout être le plus autonome possible. Alors, je dirais que pour l'aspect culturel, bien entendu, le travail du sol, les apports de matière organique, matière azotée, minérale, sur les cultures, au bon moment, vient répondre à l'aspect quantité. Sur l'aspect qualité également, mais je préciserai que pour l'herbe, ensiler de l'herbe jeune, ensiler de l'herbe fin mars, début avril, quand les conditions le permettent et quand l'aspect quantitatif est raisonnable, est pour moi un aspect important, tant sur l'aspect énergétique, par la concentration en sucre de nos ensilages d'herbe, que sur l'aspect protéique, parce qu'on a un fourrage, du coup, qui ensilé sera à la fois riche en protéines et riche en énergie, donc ça sera pour moi un concentré produit sur l'exploitation en lien avec les performances d'Anthony. En ce qui concerne le maïs, alors un point important, c'est le semis du maïs. Semer le maïs de manière précoce, pour moi c'est important parce que c'est vrai qu'on a un réchauffement climatique qui est de plus en plus présent
et profiter d'une réserve en eau utile encore présente. Quand le sol, bien entendu, est à température, ça permet au maïs de s'enraciner assez rapidement, de manière profonde, surtout quand les sols sont aérés, non tassés. Et ça permet, sur le plan nutrition, d'avoir derrière des maïs qui vont être plus digestibles. Et ça, au niveau du service agro et fourragère, on l'a vu au travers des analyses de fourrage de l'année dernière, c'est qu'on a des maïs qui, semés plus précocement, sont plus digestibles parce que c'est des maïs qui ont été plus solides, plus résistants aux montées de température estivale. Ils ont su chercher l'eau et les matières organiques et minérales pour être digestibles. Et au niveau de la qualité, bien entendu, tant sur l'aspect énergétique que protéique, on a sorti des maïs qui étaient relativement satisfaisants. Après, sur la partie grain, sur l'exploitation, on recherche sur la partie maïs d'avoir de l'amidon pour nourrir nos vaches. C'est un point important parce que le facteur limitant d'une vache laitière et plus particulièrement d'une Primostein, c'est l'énergie. Amener suffisamment d'énergie pour faire du lait, mais amener suffisamment d'énergie pour que la vache soit en état, que la vache remplisse et remplisse vite et persiste le plus longtemps possible en lait. Alors cette énergie par l'irrigation est présente parce qu'on irrigue 2 sites, on irrigue deux endroits sur le maïs, ce qui nous permet d'encadrer la floraison. Donc avant et après floraison, on apporte donc 2 passages d'eau avant floraison et un passage après floraison. Ça permet d'avoir du grain. Par contre, c'est vrai que nos réserves en eau sont limitées dans le temps. Et là, sur l'exploitation, avec Anthony et ses associés, pour les dates d'ensilage, on va à la parcelle pour déterminer le stade d'ensilage. Et là, l'objectif, c'est d'avoir un maïs qui soit à la fois riche en amidon, riche en grains, ensilé à maturité et en même temps une plante qui reste encore verte, digestible, riche en sucre et en protéines. Donc après ensilage, le point c'est le cubage, parce que au niveau des vaches laitières aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une espèce qui va consommer 80% dans sa ration de fourrage, de maïs, d'herbe. Et donc, bien entendu, le cubage est un élément important, c'est-à-dire savoir aujourd'hui qu'est-ce que j'ai produit sur mon exploitation pour derrière déterminer les quantités de matière sèche par vache et par jour à distribuer. C'est important pour avoir suffisamment de stock à l'année. Et sur la partie maïs, je dirais d'avoir 3 à 4 mois de report de stock. Parce que le maïs, avec du report de stock, dans le temps, devient de plus en plus digestible. Et au niveau du GAEC des puissants, au niveau des choix des variétés, on est de plus en plus avec de la bivariété, donc à la fois de l'amidon ruminal et de l'amidon intestinal. Ça nous permet, en faisant vieillir ce maïs, d'avoir de l'amidon rapide. Et pour la partie vache laitière, c'est un élément important pour produire du lait. Le maïs avec amidon rapide, associé à de l'herbe qui va nous ramener des sucres, va nous amener des glucides ruminaux, et ces glucides ruminaux sont le carburant pour la vache laitière pour faire du lait. Par contre, et cependant, pour la santé des vaches, pour la persistance en lait, je disais tout à l'heure qu'il faut que la vache soit en état, il nous faut un surplus d'énergie, et cette énergie, orientée au niveau intestinal, est apportée avec de l'amidon bypass. Et c'est pour cela qu'on a aussi des variétés avec du cornet, pour permettre aux vaches d'avoir une bonne harmonie entre l'amidon ruminal qui va nous amener du lait et de l'amidon bypass qui va nous emmener la santé et la reproduction. Alors au niveau de la protéine, nous avons de l'ensilage d'herbe, comme disait Anthony, nous avons de la luzerne et du métail. Alors le choix, c'est d'amener aussi de la protéine, donc ça va être nos premiers correcteurs de la ration, amener de la protéine en suffisance. Je disais tout à l'heure qu'il fallait des glucides ruminaux, mais il faut de la protéine ruminale pour que les vaches soient en parfaite santé, et de la protéine ruminale pour que les vaches fassent du lait. C'est important. Donc au niveau des rations, la première chose à faire, c'est d'analyser l'ensemble des fourrages de l'exploitation. Alors tant sur l'aspect amidon de maïs que l'aspect sucre et protéines de nos fourragères, et de déterminer derrière une stratégie alimentaire en réponse aux objectifs en production laitière de l'exploitation. Donc on analyse aussi l'eau minérale, je dirais l'aspect calcium, l'aspect phosphore, magnésium, potassium de nos fourrages pour pouvoir complémenter en minéral nos vaches laitières. Aussi bien pour la santé des vaches, parce qu'on amène du carburant à nos vaches, qui est l'amidon rapide et la protéine rapide, mais il nous faut, on va dire, nos barrières de sécurité qui sont notre magnésium, notre calcium et notre phosphore pour que nos vaches soient en parfaite santé toute l'année. Et un point, je vais conclure par ce point-là, au niveau de la nutrition, on élabore des marges sur coût alimentaire par vache et par jour. Cette marge est élaborée dès lors qu'on met en place une ration.
et on fait évoluer de manière positivement cette marge par l'acheminement de la ration. L'objectif de la marge sur coût alimentaire, c'est qu'elle évolue positivement pour dégager de la marge sur l'atelier lait, dégager de la marge pour écraser les charges de structure, mais aussi pour permettre aux adhérents d'avoir de l'EBE et derrière avoir du revenu. Donc voilà, donc c'est tous ces points-là, je dirais que j'avais à aborder pour accompagner les exploitants. Heureusement que je t'ai posé que 2 questions. Sinon, on y aurait passé beaucoup plus de temps. Merci, Romuald, merci. Anthony, peut-être un complément à ce que vient d'exposer Romuald? Oui, un complément sur quelque chose qui est déjà très complet et qui répond en fait aux objectifs qu'on s'est fixés au sein du GAEC, c'est-à-dire travailler quelque chose de simple qui est la production fourragère d'un système à base d'herbes, de maïs, un peu de métail, mais quelque chose qui au final est ancestral sur l'alimentation des bovins, donc qui est simple, mais par contre d'aller dans une analyse fine et technique de ce détail du fourrage. Et Romuald vous l'a très bien expliqué en détaillant l'ensemble des mesures sur lesquelles on essaye de s'appuyer pour être dans le détail et rien louper et avoir des fourrages qui répondent au mieux aux demandes des animaux. Et puis, si vous me permettez de me projeter aussi et de revenir à ce sol vivant et de me dire qu'est-ce que je vais avoir besoin, moi, en tant qu'agriculteur, dans les années à venir pour avoir ce sol bien vivant. Moi, j'imagine plusieurs choses. D'abord, j'imagine qu'aujourd'hui, la couverture des sols permanente, ça va devenir quelque chose d'incontournable sur lequel il faut que l'ensemble de l'agriculture avance. On ne pourra plus voir des sols nus. C'est de là que part la vie du sol. Donc, il faut qu'on y travaille et nous, on a un travail à faire de notre côté sur l'exploitation. Peut-être qu'on devra aller plus loin aussi sur la quantification. On fait des analyses de sol très poussées aujourd'hui. Peut-être qu'il faudra qu'on aille encore plus loin dans la quantification de la biodiversité du sol, des micro-organismes, des champignons qui composent le sol, pour qu'on ait cette possibilité d'avoir un regard pointu sur cette biodiversité dans le sol. Et puis, Romuald l'a un petit peu dit tout à l'heure aussi, mais tout ça, c'est aussi conditionné à de l'accès à l'eau. On ne fera rien pousser sans eau, ça c'est une certitude. Donc aujourd'hui, c'est un vœu pieux parce que c'est des choses qui ne sont pas faciles, mais sécuriser nos systèmes fourragers et amener des produits de meilleure qualité en quantité, protéines, énergétiques et tout, ça ne se fera pas sans eau. Merci Anthony. On est parti des sols en passant par les cultures pour arriver à la production du troupeau. La boucle a été bouclée par nos experts. Toi, tu nous as apporté des conclusions avec des perspectives d'avenir. Et une importante qui me touche beaucoup, c'est la partie accès à l'eau. Écoutez, Anthony, les experts, merci de votre participation. Et puis, je donne rendez-vous à un prochain podcast. Merci à tous. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci à tous pour votre écoute attentive. Nous espérons avoir répondu à vos attentes et je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouveau podcast Performa 360. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur Tertiel et les différentes plateformes d'écoute. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et vos besoins et si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker. À bientôt.